Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte aborigène d'Australie. Il s'intitule « Les chaussons de plumes ». Ils ont mis des chaussons de plumes d'émeu et de perroquet blanc pour ne laisser aucune trace, ni faire de bruit en approchant du camp. Ils n'avaient aucune poudre avec eux, aucune herbe aux vertus magiques, juste un os au bout d'une cordelette de cheveux. Ils n'ont prononcé aucune parole, n'ont touché personne. Pourtant, il n'a fallu que 4 jours à notre homme pour s'écrouler et fermer les yeux. Toute la puissance du prodige était dans l'os pointu, l'os pointé vers celui dont il voulait se venger. Ils l'ont poursuivi de nombreuses lunes, et quand ils l'ont trouvé, cet os dirigé dans le silence de l'obscurité l'a transpercé comme une lance projetée dans le ciel tel le cri de la rancune. Le frappeur n'était qu'à quelques mètres, nous avons vu l'empreinte de son genou. Il a visé, heureux d'avoir acculé sa proie, poussé un bref cri perçant qui nous a tous réveillés et glacés d'effroi. Nous l'avons vu d'abord frémir, blêmir, puis les yeux dans le vague, il s'est mis à trembler. Il aurait voulu hurler, mais les sons dans sa gorge se sont étranglés. Revivait-il ce que sa victime avait subi? Puis il s'est évanoui. Le visage déformé, tout son corps s'est contracté, contorsionné. Sous un abri de branches, il a enduré sa lente agonie. Il ne se nourrissait plus, nous l'avons laissé finir sa vie. Nos hommes médecines n'ont pas voulu déjouer le sort. Il faut dire que l'homme avait eu envers ce clan un geste puni de mort. Pourtant, malgré l'opprobre jeté sur le groupe entier en raison de l'atrocité de son acte, nous ne l'avons pas refoulé, mais il ne devait pas recommencer, tel était le pacte. Dès lors, nous nous sommes méfiés de ceux qui avaient subi l'outrage et pouvaient se cacher dans les broussailles, car sans limite est la puissance de leurs représailles. Suivez la procession, mes enfants, asseyez-vous en fonction de votre rang. Même s'il avait mal agi, nous devons maintenant l'aider à partir afin que son ombre ne rôde pas autour de notre clan. Les anciens seront au cœur du cercle, eux seuls parleront dignement. Ils l'évoqueront, mais jamais ne le nommeront. Les sanglots seront étouffés, les enfants, la tête basse, ne sauront quoi penser. L'émoi collectif envahira les endeuillés. C'est alors que nous nous lèverons, les uns après les autres, apposant une main bienveillante sur leur épaule pour les apaiser. La cérémonie sera longue, se poursuivra dans le plus grand secret, car l'esprit du défunt ne doit pas errer parmi nous. Il en va de notre tranquillité. N'enfreignez jamais la loi, mes enfants, car alors, vous le savez, vous ne pourrez plus jamais vivre en paix. Les sorciers ennemis vous poursuivront inlassablement, et un jour, ils pointeront vers vous un os, ce qu'il y a de plus puissant. Mais personne ne les entendra venir aux abords du campement, car ils seront chaussés de plumes d'émeu et de perroquets blancs. Ce conte aborigène, je voudrais vous en parler un petit peu, ce qui n'est pas coutume dans ce cycle consacré au conte des peuples premiers, mais il a beaucoup d'intérêt et il a été étudié notamment par l'ensemble de la médecine occidentale. En Australie, la médecine des Blancs, la médecine de nos hôpitaux, la médecine allopathique que nous connaissons, et notamment en cancérologie. Il a été étudié du point de vue de ce qu'on appelle l'effet placebo et son opposé, l'effet nocebo. Tout le monde connaît l'expression « oui, c'est un placebo ». C'est comme quelque chose d'un petit peu dénigrant. Vous voyez, c'est un placebo, voilà, c'est quelque chose qui est dans la tête, qui n'est pas vrai, mais qui remplace. En réalité, cet effet placebo et son opposé, l'effet nocebo, ont été étudiés par la médecine depuis le tout début des années 50. Il y a un travail très sérieux qui est fait autour de ça, aux États-Unis, mais également donc en Australie, en Europe, au Canada. Et on s'est rendu compte que cet effet était quelque chose qui avait une réelle incidence très forte sur l'organisme humain. C'est-à-dire que le cerveau est capable
d'induire des réactions du corps par les informations qu'il va lui envoyer. Un exemple assez stupéfiant, en chirurgie dentaire, une expérience a été menée aux États-Unis sur 60 patients à qui il fallait arracher une dent. 30 de ces patients ont eu une anesthésie. 30 autres n'en ont pas eu, mais ont pensé en avoir une. L'effet placebo a fonctionné. Persuadés qu'ils avaient reçu une dose d'anesthésiant, les patients sans anesthésiant ont subi l'extraction dentaire sans douleur. Il y a beaucoup d'exemples de ce type qui montrent que l'effet placebo n'est pas juste quelque chose comme ça en passant, une lubie de l'esprit. Et pourquoi je vous dis ça? Pour en venir justement à notre conte d'aujourd'hui sur le fameux pointage de l'os. En Australie, les médecins ont reçu dans les hôpitaux régulièrement, reçoivent encore aujourd'hui, des aborigènes qui sont en état d'agonie, qui risquent la vie et qui meurent dans ces hôpitaux parce qu'ils ont été soumis à ce pointage de l'os, cette cérémonie, entre guillemets, ce jugement, cette condamnation du pointage de l'os existe encore dans un certain nombre de tribus aborigènes australiennes, et elle consiste, comme vous avez pu l'entendre dans ce conte, lorsque quelqu'un a commis un crime, on ne va pas le tuer physiquement, on va pointer sur lui cet os. Il s'agit simplement de pointer dans sa direction, très, très matériellement, ça s'arrête là. On pointe dans sa direction un os, un petit bout d'os de poulet, et ça, parce que tout le clan sait de quoi il retourne, parce que tout le clan a cette construction mentale très ancrée, très profondément ancrée, y compris celui vers qui l'os est pointé, alors, à cause de cela, la condamnation qui est émise avec cet os, une condamnation à mort, va être effective et la personne va se laisser mourir. Et lorsqu'on transbahute des gens comme ça dans les hôpitaux en disant il faut les sauver, même aujourd'hui on ne les sauve pas. Et ça, ça a été étudié notamment par un jeune vétérinaire australien dans la lutte contre le cancer. On a plusieurs outils pour lutter contre le cancer. D'abord, on a la chirurgie, puis quand il y a des métastases, on a la radiothérapie, l'immunothérapie et la chimiothérapie. Enfin, l'immuno est une chimio, mais vous voyez, c'est un peu différent. On a ces outils-là, mais il y a aussi d'autres outils moins conventionnels, et notamment le travail sur l'effet placebo-nocebo. Ce jeune vétérinaire apprend, il finit ses études, il va commencer à travailler, il a à peine une trentaine d'années, et on lui découvre un cancer en stade 4, stade terminal, il lui reste 6 mois à vivre. Et après les instants de sidération qu'il subit, il prend la décision que, en fait, pendant ces 6 mois, il va faire tout ce qu'il peut pour essayer d'inverser le processus. C'est-à-dire que mentalement, il y a une révolte qui s'opère. Une révolte qui dit non. Ce jugement-là de la médecine, je ne vais pas l'accepter. Et je vais chercher des moyens, sans être sûr du tout d'en trouver, mais je vais concentrer toute mon attention à chercher des moyens d'inverser cette condamnation. Parce qu'en fait, il y a peut-être aussi dans cette condamnation, au-delà des données médicales, quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Et ce qu'il expliquera, c'est que lui, ayant bien connaissance de ces traditions aborigènes, il pense qu'il y a de la part de nous autres, qui ne sommes pas des aborigènes, mais qui baignons dans un contexte culturel dans lequel la médecine a une valeur de vérité universelle, pour lui, ce verdict-là de la médecine qui lui dit « vous êtes condamné, vous avez 6 mois à vivre, dans 6 mois vous serez mort », c'est une forme aussi de pointage de l'os, même si évidemment il est tout à fait conscient qu'il y a des données médicales très solides qui étayent ce diagnostic. Mais au-delà de ces données médicales, peut-être peut-il agir sur sa maladie.
Il va commencer à pratiquer la méditation d'une manière extrêmement intense. Il commence à 6 ou 7 heures par jour, c'est vraiment beaucoup. 6-7 heures par jour de méditation, 7 jours sur 7, c'est beaucoup. Et petit à petit, un processus va se mettre en place dans son corps qui fait que, eh bien, à l'arrivée de cette ligne des 6 mois, il est toujours vivant. 7 mois, 8 mois, 9 mois, puis 1 an. Il est toujours vivant. 2 ans, il est toujours vivant. 3 ans, il est toujours vivant. Et vous comprenez bien que pendant tout ce temps, non seulement il continue la méditation, mais il s'informe, il recherche. Et il travaille sur sa propre maladie, sur justement l'effet qu'on nomme, nous, l'effet placebo, et qui, chez les aborigènes, se nomme le pointage de l'os. Et la petite histoire, c'est que cette histoire a eu lieu il y a plus de 20 ans, ce diagnostic a été posé il y a plus de 20 ans, et cet homme est toujours vivant. On a des exemples de ce type-là en France, notamment avec David Servan-Schreiber, célèbre fils d'eux, mais surtout un jeune psychiatre très talentueux, à qui on apprend qu'il lui reste lui aussi 6 mois à vivre, alors qu'il a un cancer du cerveau, et qui va donc, par des chemins complètement différents de cet Australien, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas du tout en contact, mais en fait parvenir aux mêmes conclusions. C'est que, en travaillant non seulement la méditation, mais l'alimentation, la conviction mentale qu'on peut agir par sa volonté sur son corps, sur ce qui est déterminé là, sur ce qu'on nous a pointé comme une vérité intransgressible. On a la possibilité d'agir. Ça ne veut pas dire qu'on a la possibilité de réussir. Vous voyez, il y a un langage qui consiste à dire en oncologie qu'il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. La question n'est pas là d'avoir un faux espoir. La question est de savoir comment on veut terminer sa vie. On vient de vous annoncer qu'il vous reste un temps très court à vivre. Est-ce que se battre pour peut-être une chance sur 1 million d'en sortir, parce qu'il y a toujours 1 ou 2 cas qui s'en sortent, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a du sens, qui donne du sens à la vie, mais qui donne aussi de l'énergie vitale? Ou alors, est-ce qu'on décide qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il n'y a plus qu'à attendre la mort? Et certaines personnes ne peuvent pas se résoudre à attendre la mort. Et donc, ces gens vont être amenés à à chercher et à trouver, non pas des solutions, parce que beaucoup d'entre eux finissent par mourir quand même dans le délai qui a été donné, mais certains arrivent à survivre. Et quand on examine, quand on étudie le travail de ces personnes, on se rend compte qu'ils reposent tous sur le même type d'éléments. Un travail profond sur une foi dans les capacités du cerveau à influer sur le corps. Un travail également sur la méditation, qui est une façon aussi de donner à son esprit une capacité d'absorption des violences du monde très grande. Et puis l'alimentation, ils passent tous par des régimes méditerranéens, parce qu'il est aussi absolument nécessaire que le corps soit bien nourri. Voilà, je voulais faire cette petite digression parce que ce conte du pointage de l'os, il a des conséquences dans le monde concret, dans le monde réel aujourd'hui, et des incidences dans la médecine parce que justement, il permet de travailler sur ces questions d'induction mentale d'un effet sur le corps. Voilà, alors si parmi vous, il y a des personnes concernées par le cancer ou qui ont parmi eux des personnes concernées par le cancer et qui souhaiteraient aller un petit peu fouiller dans ces questions-là, allez lire David Servan-Schreiber, qui s'appelle le livre dans lequel il a synthétisé le travail de 20 ans sur ces questions-là, s'appelle Anti-cancer. C'est un très très bon ouvrage qui est passionnant et surtout qui ouvre beaucoup de pistes et qui donne énormément d'outils. Je vous dis à demain pour un autre conte où il ne sera plus du tout question de ces aspects-là de la vie et de la mort. À demain.